Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes l'association Aérobiodiversité, donc une association créée en 2013 et dont la mission est de faire connaître la faune et la flore à comment la faune et la flore sur les plateformes aéroportuaires et donc partout en France. Nous sommes deux, donc ma collègue Christelle Bess qui est chargée d'études naturaliste et animatrice sciences participatives spécialisée en ornithologie, donc sur l'étude des oiseaux. Et moi-même, Héloïse Duprat, chargée d'études naturalistes et animatrice sciences participatives spécialisée en botanique. Donc, nous allons réaliser une présentation d'une quarantaine de minutes sur notre association et également sur les résultats que nous avons réalisés, enfin que nous avons obtenus depuis 4 ans donc d'études que nous venons sur l'aérodrome de Blois-le-Breuil. Donc, on vient depuis 2021 tous les ans. Voilà, on va vous présenter ça lors de cette conférence. Et je vais laisser la parole à ma collègue Christelle. Merci Héloïse. Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation. Donc, je vais commencer par vous parler de l'association. Nous sommes Aéro-Biodiversité, une association qui est en faveur de la biodiversité sur les terrains aéronautiques, qui est reconnue d'intérêt général et qui s'inscrit dans la SNB 3, la stratégie nationale pour la biodiversité numéro 3, et qui fédère les acteurs de l'aérien et de la science partout en France autour des enjeux liés à la connaissance et à la valorisation de la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires. Les objectifs et les missions de l'association sont tout d'abord évaluer la qualité environnementale et inventorier les espèces végétales et animales grâce à des protocoles scientifiques et à des programmes de sciences participatives. Enfin, améliorer la biodiversité des prairies et proposer des préconisations de gestion dans le respect des contraintes de sécurité aéronautique. Et enfin, sensibiliser à la fois le personnel aéroportuaire, les riverains et les usagers à la richesse des prairies via la mise en place d'animations et la prise en main de ces protocoles de sciences participatives dont nous parlerons un peu plus loin dans la présentation. Je vais vous parler maintenant de l'historique de l'association. C'est une association qui vient de fêter ses 10 ans. Et ce n'est pas écrit sur la slide, mais qui a ensuite fêté ses 100 partenariats avec 100 plateformes dépassées depuis cette année, donc qui ont participé depuis le lancement de l'association au processus, à la démarche. Donc en 2013, le projet a été initié avec la compagnie aérienne HOP, et les aéroports pionniers qui étaient Orly, Castres, Perpignan et Metz-Nancy. Ce qui a permis après en 2015 de créer l'association sous un autre nom qui s'appelait Hop Biodiversité. Et des partenariats ont été faits avec Air France, la DGAC et le Muséum d'histoire naturelle. En 2016-2017, 10 aéroports rejoignent le partenariat, et dont la compagnie aérienne Air Corsica. En 2018-2019, les partenariats s'étendent à l'outre-mer, avec notamment Saint-Pierre-et-Miquelon et l'aéroport de Roland-Garros à La Réunion. En 2020, Hop Biodiversité devient Aérobiodiversité. Donc, c'est là que nous prenons le nom que nous avons aujourd'hui. La FFA devient partenaire, permettant l'intégration des aérodromes, ce qui va permettre en fait de démultiplier le nombre d'aéroports, aérodromes partenaires de l'association. En 2021, c'est 35 plateformes qui sont désormais partenaires. La FF Plume devient partenaire également. Et en 2022-2023, c'est 70 plateformes qui sont partenaires. Nous avons également la FFVP, la FFP et DAER, première plateforme privée, qui deviennent partenaires de Aérobiodiversité. Et nous lancerons en cette année 2022-2023, nous lancerons le label Aérobiodiversité, qui est un label auquel tous les partenaires peuvent postuler. Voilà. Et aujourd'hui, 2024, c'est 74 plateformes, hein, c'est pas rien, donc, qui sont partenaires aujourd'hui de la démarche. 74 plateformes réparties partout en France, comme vous pouvez le voir sur cette carte, aussi bien dans toutes les régions, hein, voilà, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais également dans les Antilles, en Corse. Donc, un partenariat avec la FF Plume qui couvre un aérodrome, donc c'est celui de Blois-le-Breuil, hein, celui sur lequel nous sommes actuellement.
Voilà, après, nous avons plusieurs partenariats avec toutes les fédérations, le terrain en outre-mer et le terrain ADAIR, comme j'ai dit précédemment. C'est déjà très bien. Et enfin, nous, on a rencontré aussi d'autres plateformes qui souhaitaient s'engager dans la démarche, qui n'étaient pas encore dans la démarche, qui peut-être vous contacteront dans ce cadre-là. Je vais passer la parole à Héloïse. Alors, côté organisation, donc on est donc une association avec un conseil d'administration composé de 5 membres de droit, 6 membres élus, un membre d'honneur, 2 personnalités qualifiées et le président du comité scientifique. Donc, le président de l'association, c'est Lionel Guérin. La direction donc est composée donc d'une directrice qui est Hélène Abraham. Le comité scientifique qui est indépendant et qui est composé de 13 chercheurs bénévoles, le Muséum d'histoire naturelle, des personnes qui viennent donc du CNRS, de l'ENS, des universités et de l'INRAE. Leur mission, c'est notamment de traiter des sujets en lien avec la biodiversité et l'aéronautique, et aussi voilà, de traiter les candidatures aussi au label Aérobio. Le président du comité scientifique, c'est donc François Bouvier, qui fait partie du Muséum d'histoire naturelle, et l'équipe salariée, donc composée de 25 personnes, un peu plus même. Donc 6 personnes en permanence donc, dans l'association qui sont en CDI et 16 personnes saisonniers qui sont là de mars à novembre donc, pour couvrir l'ensemble des aérodromes et aéroports de l'association. Et nous avons également une personne en alternance et une personne en stage. Donc le déroulement d'une campagne d'inventaire, donc ça se déroule en 3 temps. Donc il y a 3 périodes de terrain, une en avril, une en juin et une en septembre, qui permet de couvrir le maximum d'espèces en fait tout au long de l'année. Donc ce sont les prospections qui sont réalisées donc en binôme par les chargés d'études et les personnes qui peuvent nous accompagner aussi sur le terrain. Sur place, donc avec des protocoles de sciences participatives. Donc, ce sont des protocoles qui sont utilisés au niveau national et qui sont donc accessibles à tous et à toutes. Voilà. Et donc, dont les données en fait sont remontées au niveau du Muséum d'histoire naturelle notamment. Et nous réalisons également sur le terrain des échanges avec les gestionnaires de la plateforme. C'est vraiment une relation qu'on tisse au cours du temps et dans le but donc de préconiser des modes de gestion en faveur de la biodiversité. Une fois qu'on rentre du terrain, on fait un tri et saisie des données. Donc, on a de nombreuses données sur l'ensemble des espèces qu'on trouve sur un logiciel qui s'appelle GeoNature. En fait, c'est un logiciel qui est utilisé dans toute la communauté naturaliste pour stocker les données collectées sur le terrain. Et donc, on permet d'alimenter en fait cette base de données. Et ensuite, chaque année, nous réalisons donc un rapport annuel avec une présentation des résultats de l'année. Et donc, il y a différentes thématiques dans ce rapport, notamment les préconisations de gestion ou d'aménagement en faveur de la biodiversité. Donc, il se présente sous cette forme-là. C'est un rapport d'une centaine de pages dans lequel nous inscrivons des préconisations de gestion. On réalise également une synthèse des résultats et des enjeux écologiques, toujours dans une approche en fait de concilier les enjeux en fait écologiques avec l'activité aéronautique et les contraintes aéronautiques, notamment côté sécurité, et avec une approche également de sensibilisation et de vulgarisation. Nous allons maintenant vous présenter donc, les résultats et les protocoles des 4 années d'études sur l'aérodrome de Blois. Donc, je laisse ma collègue Christelle pour commencer à vous les présenter. Merci. Donc, vous pouvez voir quelques images qui illustrent d'ores et déjà la biodiversité sur l'aérodrome de Blois-le-Breuil, avec différents taxons comme les rapaces, les abeilles sauvages, les amphibiens, les papillons ou lépidoptères, la flore et les oiseaux. Donc, je vais vous parler maintenant des protocoles que nous mettons en place tout au long de ces 3 sessions de terrain. Ces protocoles concernent l'avifaune dans un premier temps, avec un protocole qui est utilisé par la Ligue de protection des oiseaux, le protocole EPOC, qui est l'estimation des populations d'oiseaux communs, et un autre protocole qui est mis en place lors de la 2e année d'inventaire, qui est le protocole d'écoute des rapaces nocturnes. Concernant la flore et la végétation, il y a 3 grandes parties. L'inventaire donc de la flore commune et des espèces d'intérêt, l'inventaire des cartographies des différents habitats, donc, et l'inventaire des espèces exotiques envahissantes. Tous ces points-là, on reviendra dans la présentation plus tard.
Pour les mammifères, il y a un protocole qui s'appelle Vigikiro et un protocole de piège photo où ce sont des appareils qui enregistrent soit des sons, des ultrasons pour l'un, soit des vidéos ou des images pour l'autre. Pour les insectes, il y a le protocole de sciences participatives SPIPOL sur lequel on reviendra également dans la présentation. Et pour l'herpétofaune, nous étudions les reptiles soit avec des observations opportunistes, soit avec des plaques à reptiles. Et nous étudions les amphibiens avec des observations et des écoutes aussi, car la capture d'amphibiens est interdite. Donc, pour développer le protocole d'époque, le protocole sur la vie faune, pourquoi s'intéresser aux oiseaux? Tout d'abord, c'est un très bon indicateur de la composition et de la structure du paysage. Et les prairies aéroportuaires sont très attractives pour les oiseaux de milieu ouvert. Et enfin, les oiseaux sont très souvent liés à l'enjeu de sécurité aérienne. Donc, euh, donc voilà. En quoi consiste le protocole? Donc le protocole EPOC permet en fait, via des points d'écoute et d'observation prédéfinis, d'estimer le nombre et le nombre d'espèces sur la plateforme, leur effectif et aussi leur comportement, à savoir si c'est des oiseaux qui nichent sur la plateforme ou bien qui sont uniquement de passage. Voilà, donc on fait l'inventaire et le suivi via ce protocole. Concernant les résultats de la vie faune pour l'aéroport de Bois-le-Breuil, ce sont des résultats qui sont provisoires parce qu'on n'a pas encore intégré. Là, on vient de sortir de notre troisième session, enfin notre dernière session de terrain, pardon, la deuxième. Donc voilà, les nombres d'espèces recensées, il y a eu 3 nouvelles espèces en 2024, donc, ce qui porte le nombre d'espèces à 87. Et les espèces les plus souvent observées sont souvent des colombidés tels que tourterelles, pigeons. Tourterelles turques, tourterelles des bois, pigeons ramiers, des corvidés tels que choucas des tours, les corneilles, les pies, mais aussi les corbeaux-freux, les rapaces tels que busard des roseaux, busard Saint-Martin, busard cendré, faucon cresserelle, et les passereaux tels que les fauvettes à tête noire, fauvettes grisettes, mais aussi fauvettes nonnettes, pardon, fauvettes à tête noire, fauvettes grisettes et fauvettes des jardins, mésanges bleus, mésanges chardonnières, chardonnerets élégants, qui sont très présents en ce moment, d'ailleurs, sur les milieux boisés de la plateforme. Euh, Hirondelles rustiques, hirondelles des fenêtres, qui sont aussi présentes en ce moment sur la plateforme. Pinsons des arbres, alouettes des champs, Pouillophytis, Pouillot véloce. Donc là, je peux vous montrer donc, sur les photos qui ont été prises sur la plateforme différentes espèces. Tout en haut, c'est le cysticole des joncs, une espèce qui a été observée il y a 2 jours. Pas très loin de la tour et du taxiway. En dessous, donc à gauche, le pinson des arbres, le bruant proyer, qui est vraiment un oiseau très inféodé aux prairies aéroportuaires, qui est très, très souvent dans les milieux ouverts. L'alouette des champs aussi, qui est une espèce qui niche au sol et voilà, donc, dont les œufs peuvent se rencontrer sur les prairies. Et le busard des roseaux qui tient dans ses stères un jeune lapro, pareil, qui a été pris sur la plateforme au mois de mai en train de chasser. Voilà. Euh, les autres protocoles d'Aviphone, enfin l'autre protocole d'Aviphone qui a été mené il y a 2 ans, ou l'an dernier, on est en année 4, il y a 2 ans, c'est l'écoute, protocole des écoutes nocturnes de rapaces. Donc les rapaces nocturnes sont très difficiles à détecter en journée, et c'est aussi, tout comme les oiseaux de jour diurnes, des bons indicateurs de la structure et de la composition du paysage. Les prairies aéroportuaires sont très attractives pour la chasse, pour les rapaces, notamment parce qu'elles sont riches en micro-mammifères. Donc, les micro-mammifères, c'est tout ce qui est campagnols, souris, etc. Et enfin, ce protocole est intéressant aussi parce qu'il permet, au-delà des rapaces, d'entrer en contact avec d'autres espèces crépusculaires telles que l'angoule vent d'Europe ou le dickname criard. Et justement, Bois-le-Breuil est une prairie aéroportuaire sur laquelle le dickname criard a été déjà observé, enfin entendu. En quoi consiste le protocole? C'est un protocole pareil de la LPO qu'on appelle, on passe un fichier audio, on appelle ça une repasse. Donc, c'est un protocole qui est effectué seulement pendant une période donnée, qui s'arrête fin juin, début juillet, avant que les oiseaux aient fini d'accomplir leur cycle de reproduction. Donc, on passe une série de chants d'oiseaux de 8 minutes à différents points de la plateforme. Et les rapaces nocturnes répondent quand ils sont présents. Donc, c'est assez impressionnant en fait à
à vivre en vrai, hein. Parmi ces rapaces-là, la chouette effraie, qui a un cri absolument extraordinaire, bah, voilà, elle répond en général et elle passe au-dessus de la tête comme ça. Enfin, c'est vraiment, en général, les gens qui font ce protocole avec nous en ressortent avec une expérience un peu inoubliable. Voilà. Et alors, c'est un protocole assez intrusif, donc c'est pas un protocole à faire chez vous. C'est vraiment dans le cadre d'un suivi scientifique et avec la LPO. Je vous conseille de le faire, de vous rapprocher d'associations naturalistes près de chez vous pour le faire et de pas faire ça tout seul chez vous parce que les oiseaux sont territoriaux et le fait de passer ces champs les perturbe pendant leur cycle de reproduction. C'est pour ça que c'est très cadré en fait. Voilà. Ben voilà. Quelques exemples d'individus observés observés et entendus sur la plateforme de Blois-le-Breuil. Donc la chevêche d'Athéna qui est en bas à gauche, une toute petite rapace nocturne avec des grands yeux très clairs, qui a été photographiée par, alors c'est pas cette photo-là, mais qui avait été photographiée par Marie l'année dernière. Et donc le hibou moyen-duc aussi qui a été entendu par un accompagnant lors du protocole en juin 2023. Je vais passer la parole à Héloïse. Alors, côté flore, donc je vais vous présenter d'abord le protocole. Donc, nous réalisons des inventaires et des cartographies des espèces et des habitats. Donc, pourquoi s'intéresser à la flore et à la végétation? Donc, la flore détermine la structure de différentes végétations, donc en fonction de la hauteur, le type d'espèce végétale, la densité, et donc la gestion à mener. Les habitats constituent également les cadres de vie de la faune, voilà, comme habitat pour se nourrir, pour se reproduire, pour se déplacer. Le protocole, il consiste en des revues floristiques qui permettent d'identifier donc les habitats de la plateforme et des inventaires et des suivis des espèces en jeu, donc les espèces patrimoniales, rares ou les espèces exotiques envahissantes. Donc, je vais vous présenter tout ça. Les résultats flore, donc des espèces floristiques qu'on a trouvées sur la plateforme. Donc, on a trouvé 241 espèces depuis 4 ans, donc 26 nouvelles cette année. Ce chiffre, il est assez important en fait, il s'explique parce que l'aérodrome cette année a réalisé une gestion qui est différente des autres années. Les autres années, il y avait une grande partie de l'aérodrome qui était coupée en fait assez précocement au mois de mai, juin, voilà. Et vous avez pu l'observer peut-être, mais il y a des endroits en fait sur l'aérodrome où il y a des hauteurs d'herbe qui sont jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50. Et en fait, cette végétation, elle est hyper importante en fait pour toute la faune et la flore de l'aérodrome, parce qu'en fait, ils vont pouvoir, ça va être coupé uniquement à partir du mois de septembre-octobre, une fois que tous les cycles de reproduction des insectes, des oiseaux et de la flore sera effectué. Et donc, ça va permettre en fait les années précédentes de retrouver cette végétation en fait, et propice aussi, enfin c'est aussi source de nourriture pour toute une faune qui est présente sur l'aérodrome. Donc ça explique voilà, les 26 nouvelles espèces aussi qu'on a pu trouver et identifier sur la plateforme. Parmi celles-ci, il y a une espèce qui est observable en ce moment, qui est très jolie, qui est une orchidée qui s'appelle la spirante d'automne, qui forme une sorte de spirale donc d'une vingtaine de centimètres, qui est très discrète. Oui, on la trouve un peu partout en ce moment. Je vais vous montrer une carte où on va pouvoir voir où elle se trouve. On peut la trouver aussi des fois sur des parkings, donc peut-être autour de chez vous. Vous pouvez jeter un coup d'œil et regarder sur des pelouses assez rases où c'est tondu. On trouve donc cette petite orchidée qui est une espèce en fait au niveau régional qui est en danger d'extinction. Donc ce sont des listes rouges qui sont développées par l'USN, donc l'Union de conservation internationale de conservation de la nature, qui fait comment dire, qui détermine en fait des statuts de conservation et de protection des espèces animales et végétales selon une graduation en fait allant de la préoccupation mineure, c'est-à-dire des espèces communes qu'on trouve qui n'ont pas de menaces particulières, jusqu'à des espèces qui sont éteintes. Donc voilà, c'est l'un des statuts de protection les plus élevés, les espèces éteintes, et entre les deux, bah, il y a l'espèce en danger. Donc voilà, et donc voilà. Parmi les espèces également qu'on a pu trouver, il y a 7 espèces déterminantes SNIEF, donc le spirante d'automne, le saule à oreillette, le lin à feuilles menues, la chlorperfoliée, le trèfle intermédiaire, la jasdonisole et le peuplier noir. Les espèces déterminantes SNIEF, ce sont des espèces qui sont indicatrices d'un habitat en particulier, donc d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique. C'est ce que signifie SNIEF. Donc, ce sont des habitats
d'intérêt, souvent. Et des espèces d'intérêt qui sont typiques, voilà. Donc parmi ces espèces, nous avons donc le chardon penché. Là, nous avons une autre orchidée, l'orchis pyramidale, apifera, pardon, qui imite l'abeille. Et voilà, donc et d'autres. Je ne vais pas développer toutes les espèces. Donc là, c'est une cartographie des espèces d'intérêt. Donc on suit l'évolution des communautés en fait d'année en année avec le nombre d'individus et leur localisation. Donc ici, on peut voir en bleu l'aspirante d'automne qui est présente surtout donc au nord de l'aérodrome. Donc là, c'est tout l'aérodrome en fait, qui avec le contour qui est en rouge, on le voit un petit peu. Il y a beaucoup de lumière, donc on voit pas très bien. Mais on voit globalement que toutes les taches bleues, en fait, ça correspond à la présence de l'aspirante d'automne qui est actuelle. En fait, on a réalisé cette carte cette année. Et également donc la chlorperfoliée qui est présente ici au nord de la plateforme, la gesse de Nissol qui est une petite fabacée avec une fleur rose, le lin à feuilles menues, le saule à oreillettes et le trèfle intermédiaire que je ne retrouve plus, je crois qu'il est au nord de la plateforme. Voilà. Donc voilà les quelques plantes d'intérêt. Donc la chlorperfoliée qui est une floraison de mai à septembre, qui est présente sur la prairie au nord et qui, donc en gestion, on préconise de ne pas faucher pendant la période de floraison, mais du coup, après la période, une fois que les fruits ont été maturés. L'aspirante d'automne, pareil, donc c'est cette petite orchidée qu'on peut voir ici, qui est vraiment spiralée, qui est une floraison du mois d'août à octobre. Donc, pareil, donc on préconise donc de faucher après la fructification, donc plutôt au mois de novembre, et donc qui apprécie les pelouses plutôt rases. Donc les espèces exotiques envahissantes, ce sont des espèces qui ont été introduites involontairement ou volontairement par l'homme sur un territoire et hors de son aire de répartition naturelle. Donc, c'est souvent des espèces qui viennent d'Amérique, d'Asie, ou voilà, comme la renaude du Japon, par exemple, ou la vergeraie du Canada, et qui menacent en fait les écosystèmes et les habitats naturels ou les espèces locales. Donc, en fait, elles vont faire concurrence à ces espèces-là et en fait coloniser toute une partie et se développer assez rapidement et coloniser une partie de l'habitat des espèces qui sont présentes et donc menacer en fait ces espèces qui sont présentes. Donc on trouve les langues glanduleux, la vergeraie du Canada et le robinier Foacacia sur la plateforme, heureusement en petit nombre. Le robinier Foacacia qui a une espèce avec une forte capacité de dispersion. Donc on prévoit plusieurs pieds au nord et au sud de la plateforme. Et donc, une des possibilités, c'est de surveiller toutes les repousses et de l'arracher dès qu'on voit le pied. La jeune pousse, c'est mieux. Et puis, si possible, abattre l'adulte, voilà, en retirant les rhizomes, parce que c'est souvent aussi des espèces qui se multiplient par les rhizomes, en fait. Communication donc végétative. C'est le cas aussi de l'élan glanduleux qui une dissémination par le vent et une reproduction végétative dont plusieurs pieds sont présents sur la plateforme au sud. Et donc l'objectif aussi là, c'est de couper de façon répétitive durant plusieurs années avant la floraison. L'objectif étant de diminuer et épuiser les ressources de l'individu et la banque de semences au sol. Et puis, une fois qu'on a réalisé tous ces inventaires, on va pouvoir dresser une cartographie des habitats. Donc, c'est une carte très colorée, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de symboles qui déterminent en fait des habitats typiques, type des mares, des pelouses, des prairies. Donc au total, on a 29 habitats différents sur la plateforme, dont 22 habitats naturels ou semi-naturels. Et donc c'est une carte qui est née à évoluer en fonction de la gestion et de ce qu'on peut trouver sur la plateforme. Juste, nous, là, vous pouvez repasser la carte. Ouais. Ludovic, sur la carte, la tour. La tour est, je crois qu'on la voit pas sur la carte là, mais on peut la voir ici. C'est celle qui. Ah voilà. Donc Là, on voit mieux en fait la carte de ce côté-là. Et nous, on est le petit point noir sur la zone un peu plus en jaune clair là. C'est ça. Voilà. Merci.
Et donc en vert, ce sont principalement des prairies en fait de fauche, prairies de fauche. C'est le principal en général ce qu'on trouve sur une plateforme aéronautique. Mais il y a également donc des mares et des bassins ici au nombre de 5, il me semble, de différentes tailles. Les bassins de rétention font aussi partie des habitats intéressants pour la faune et la flore. On a trouvé, vous le verrez, des grenouilles, des serpents, etc. Les prairies de fauche, donc qui ressemblent globalement à ça quand c'est pas coupé, donc avec une végétation haute. Et les boisements qu'on trouve surtout au nord et au sud de la plateforme, qui sont qui diversifient encore les habitats qu'on peut trouver, et qui permettent du coup d'héberger tout plein d'espèces, voilà. Et les bâtiments, alors c'est un peu inattendu, mais les bâtiments sont aussi très propices à beaucoup d'espèces, donc notamment des chauves-souris, des chouettes, des choses comme ça qui nichent dans les greniers, et puis également pour des araignées, voilà. C'est vraiment le bâtiment et aussi un habitat en tant que tel. Je vais vous parler maintenant des protocoles mammifères. Donc, dans les mammifères, il y a les chauves-souris. Le protocole qu'on met en place, c'est le protocole Vichikiro.fix, qui est aussi un protocole de sciences participatives. Donc, pourquoi s'intéresser aux chauves-souris? C'est tout d'abord un bon indicateur de la qualité de l'environnement. Ils utilisent des corridors écologiques pour se déplacer, donc souvent des lisières avec des haies ou des boisements. Ils sont également, les chauves-souris sont également, leur présence est liée à la présence d'insectes dont elles se nourrissent. Les prairies aéroportuaires sont des espaces ouverts qui en font un terrain de chasse privilégié. Et enfin, nous faisons ce protocole car les chauves-souris sont facilement détectables grâce à l'écholocation. Donc, l'écholocation, c'est les ultrasons qu'elles produisent, qu'on peut en fait enregistrer. En quoi consiste le protocole? Donc, le protocole, c'est la pose donc, comme je viens de dire, d'un enregistreur à ultrasons qu'on l'impose pendant toute une nuit à un endroit de la plateforme. Et il se déclenche automatiquement uniquement quand il entend des ultrasons ou des sons. Et ensuite, quand nous relevons l'enregistreur, nous pouvons traiter les données sur des logiciels pour déterminer des probabilités de présence de certaines espèces. Voilà, donc on passe par le site Vigikiro pour cela, qui est utilisé par de nombreuses associations, de nombreuses structures sur toute la France. Ce protocole est fait plusieurs fois dans l'année. Donc on pose l'enregistreur à chauve-souris sur nos 3 passages, avril, juin et septembre. Et c'est surtout juin et septembre qui rentrent dans les dates de suivi. Les résultats depuis 2021 sur les chauves-souris sont les suivants. Donc, il y a eu 19 espèces recensées, dont le murin moustache, le murin de grande taille, le murin groupe natéré, une espèce qui est classée vulnérable au classement EICN que vous a présenté Héloïse tout à l'heure. Une espèce qui est classée NT, donc NT ça veut dire presque menacée, la noctule de Leslie, et une autre espèce, la pipistrelle commune, qui est en classement presque menacée. Et également, nous avons la pipistrelle de Culle, pour en citer une autre. Vous avez quelques photos pour illustrer sur la droite, avec certaines espèces qui sont donc la noctule commune, la noctule de Leslie et la pipistrelle commune, qui ont un petit rond avec un dessin de chauve-souris pour dire que c'est des espèces prioritaires. Le piège photographique est un appareil qui est illustré dans l'image à gauche. C'est un appareil très simple d'utilisation. En fait, pour le poser, on cherche des traces des coulées. Donc, les coulées, ce sont, par exemple, dans la prairie, des passages où passe la faune. Ou alors, on cherche des terriers, par exemple, des terriers où potentiellement il peut y avoir du blaireau, ou alors des renards, ou alors des lapins, etc. Donc, on cherche un endroit où il n'y a pas trop de vent, pas trop de végétation. On peut poser le piège pour toute la nuit. Faut savoir qu'il est très sensible, donc si jamais il y a une herbe qui se met devant, il peut se déclencher de façon intempestive. Donc, on essaye de le poser dans des endroits ou de jardiner un petit peu autour, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire enlever les herbes qui pourraient le faire se déclencher. On essaye de le poser dans des endroits voilà, où on pense qu'il va y avoir des résultats.
On n'a pas trop eu de chance sur ces 2 sessions avec Héloïse parce qu'on l'a posé et on n'a pas eu forcément de résultats sur ces sessions-là, mais des fois ça s'avère beaucoup beaucoup plus riche. Des fois, voilà, comme par exemple en haut à droite, vous pouvez voir un blaireau sur une autre plateforme qui a déjà été pris avec un piège photographique. Enfin voilà, c'est des images nocturnes à infrarouge, donc c'est assez chouette. Pour les des résultats provisoires des mammifères sur la plateforme, donc il y a 18 espèces en tout, dont 9 espèces communes. Il faut savoir que dans ces résultats, il y a eu nos observations à nous, mais aussi les observations du personnel de la plateforme qui nous ont été envoyées. Donc il y a des sangliers, chevreuils européens, renards roux, fouines, mulets sylvestres, campagnols des champs, campagnols agrestes, campagnols roussâtres, taupes, et 8 espèces d'intérêt, telles que le mulot à collier, le blaireau européen. Et les espèces ci-après ont été trouvées dans des pelotes de réjection. Donc la Crocidure des jardins, la musaraigne pygmée, la Crocidure leucode et la Crocidure musette. Je vous expliquerai après ce que c'est qu'une pelote de réjection. Le lapin de Garenne, le lièvre d'Europe, et enfin, il y a eu une espèce exotique envahissante qui est le ragondin, qui est exotique envahissant car il pose des problèmes au niveau des berges, des cours d'eau. Il a tendance à un petit peu détruire les berges et poser des problèmes de stabilité, justement, des berges des cours d'eau. Euh, pour terminer sur les pelotes de réjection, en fait, ce sont des petits amas organiques de la taille d'une boule, à peu près comme ça, que rejettent les rapaces nocturnes, mais pas que, les oiseaux diurnes aussi, pour certains. Et donc, ces pelotes organiques contiennent soit des ossements, enfin, des graines, des insectes et des poils, tout ce que en fait, l'oiseau n'a pas pu digérer. Voilà, se retrouve dans ces pelotes de réjection. Et nous, naturalistes et scientifiques, nous analysons ces pelotes avec des clés d'identification sous microscope. Et avec les crânes des micromammifères, leur dentition, on peut déterminer les espèces de micromammifères qui peuplent les prairies aéroportuaires. Bon, c'est un travail qui est un peu long, mais vraiment fascinant. Quelques images pour illustrer voilà, les observations de mammifères. Donc un lièvre d'Europe à gauche, un lapin de Garenne au centre et des chevreuils sur la droite. Je vais passer la parole à Héloïse. Nous inventorions également les insectes et à l'aide d'une observation comme ça, opportuniste, et également avec un protocole de sciences participatives qui est le protocole SPIPOL, qui signifie suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui est un protocole qui a été co-créé par l'OPI, donc qui est l'Office de protection des insectes et de leur environnement, et par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, pourquoi s'intéresser aux insectes pollinisateurs? Donc, l'abondance de certains taxons est un excellent indicateur sur la richesse d'un milieu et sur sa préservation. Son suivi permet d'étudier l'impact d'une gestion qui est favorable ou non en fait, à la biodiversité. Et donc le protocole, il est très simple, il est vraiment accessible à tout le monde et il y a une application qui existe qu'on peut télécharger qui simplifie d'autant plus le relevé. Donc il s'agit de prendre en photo tous les insectes qui se posent sur une plante en fleurs pendant 20 minutes. Donc on choisit une fleur qu'on trouve pourquoi pas esthétique, jolie, où il y a des insectes qui se posent et on reste donc pendant 20 minutes à prendre des photos. Ces photos vont nous permettre donc d'identifier les espèces en fait qu'on trouve parce que les identifier un insecte qui passe devant nous c'est pas si simple, donc on préfère les prendre en photo et les identifier ensuite et entrer les données sur le site Spipol, donc qui vont des données qui vont être remontées au niveau national et utilisées pour la recherche, donc c'est notamment pour essayer de comprendre l'impact du réchauffement climatique sur les espèces, sur les insectes et sur les plantes à fleurs. Donc voilà quelques petites photos d'une collection Spipol en fait. Donc ce que ça peut donner, c'est donc là c'était sur la mauve et avec beaucoup d'abeilles qui se sont posées, des mouches. Et donc encore d'autres petites photos. Donc là c'est plus en observation aussi opportuniste. On peut trouver donc des coléoptères avec des grandes antennes comme ça rayées, des abeilles, des mouches. Alors ceci n'est pas une guêpe. On peut penser à une guêpe. Là-bas non plus, ce n'est pas une guêpe non plus. Et c'est des insectes qui imitent en fait les guêpes. Mais ici, nous avons un papillon et une mouche en fait qui sont rayés pour faire penser à des guêpes et donc intimider les prédateurs. En fait, c'est vraiment pour les dissuader de les manger.
On a également le staphylin tout en haut à droite qui peut recourber l'abdomen et faire penser à un scorpion pour paraître menaçant. Donc voilà, il y a plein d'insectes comme ça qui sont assez originaux. Et je vais laisser la parole à Christelle. Je vais vous parler des reptiles et des amphibiens. Donc, comme l'a dit Loïs tout à l'heure, il y a pas mal de points d'eau sur la plateforme. Il y a aussi des fossés, ce qui permet d'avoir des animaux inféodés à ces milieux, tels que des reptiles et des amphibiens. Donc, pourquoi s'intéresser aux reptiles et aux amphibiens? Donc, c'est tout d'abord un bon indicateur de la qualité de l'environnement également. L'ensemble des espèces indigènes de notre territoire est protégé. Donc, tous les amphibiens et tous les reptiles sont protégés. Les prairies aéroportuelles sont des espaces ouverts qui comportent des fois des espaces arbustifs périphériques, comme c'est le cas pour Blois-le-Breuil. Ces espaces sont appréciés des espèces car elles peuvent accomplir leur cycle de vie en allant se reproduire dans les milieux aquatiques, tels que les mares, les fossés. Et après, elles vont en fait migrer pour passer l'hiver sous les arbustes, dans la terre, etc., dans des milieux un peu plus boisés, un peu plus cachés. En quoi consistent les prospections? Pour les reptiles, il y a un protocole qui s'appelle Pop Reptile, mais pas forcément besoin d'un protocole. On peut poser des plaques à reptiles qui permettent de faciliter leur détection. Et pour les amphibiens, c'est sur des prospections nocturnes que nous pouvons inventorier les espèces d'amphibiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grenouilles et les crapauds chantent. Donc on peut les identifier pour certains au chant. Et pour d'autres, avec la lampe torche, souvent les faisceaux lumineux nous permettent aussi d'identifier quelques espèces qui sont en train de nager dans la mare ou dans les fossés. Donc là, c'est un exemple de plaque à reptiles où on peut voir quand on soulève des reptiles en dessous, des fois au-dessus aussi, ou alors des lézards aussi qui peuvent se poser sur le dessus. Les résultats pour les reptiles, c'est que en fait, sur la plateforme, on a pu identifier deux taxons, dont un identifié à l'espèce qui est le lézard des murailles sur la photo à droite. Et récemment, une vipère a été vue aussi par Héloïse sur la partie est de la plateforme. On n'a pas pu identifier jusqu'à l'espèce la vipère, parce qu'on n'a pas pu la prendre en photo complètement. En partie, mais pas complètement. Euh, Pour les amphibiens, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, il y a beaucoup d'amphibiens de type Pelophylax, comme on peut voir sur la photo à droite. Pelophylax, c'est ce qu'on appelle plus communément la grenouille verte. Et dans ce complexe de grenouilles qui est très difficile d'identifier jusqu'à l'espèce, il y a notamment la grenouille rieuse qui fait un boucan de tous les diables et qui gêne parfois les riverains qui sont gênés par les chants des grenouilles dans la mare. C'est souvent ce complexe d'espèces Pelophylax dont il s'agit. Et la photo du dessous qui est un peu sombre, il s'agit d'un triton palmé. Donc, je ne sais pas si vous voyez, les tritons sont des amphibiens au même titre que les grenouilles, qui sont beaucoup plus élancés et qui ont plus une forme peut-être un peu de lézard ou de dragon, on va dire, mais vraiment minuscule, hein, c'est comme ça un triton. Et donc, le triton palmé se reconnaît notamment pour le mâle à ses pattes arrière qui deviennent palmées en période de reproduction. Les tritons palmés est considéré LC sur liste rouge nationale, mais c'est une espèce déterminante ZNIEF, donc ZNIEF comme vous a expliqué Loïs tout à l'heure, et elle est protégée au niveau national, tout comme la grenouille Pelophylax. Donc pour les résultats, on a pu finir. Sur le terrain, en fait, on est toujours accompagné on est d'une sur le terrain, on est toujours accompagné de personnes qui sont volontaires, des personnels et usagers. L'objectif, c'est de faire découvrir la richesse et la diversité des prairies aéroportuaires, de sensibiliser sur les enjeux de biodiversité, d'apprendre à réaliser des protocoles de sciences participatives accessibles à tous, et donc aussi de trouver des solutions, de discuter pour une gestion plus adaptée à la préservation de la biodiversité dans le respect de la sécurité aérienne. Pour dresser un bilan des 4 années de suivi sur l'aérodrome de Blois, en nombre d'espèces, nous avons 87 espèces d'oiseaux recensées, 241 espèces de plantes, 188 espèces d'insectes, 8 espèces d'arachnides, 37 espèces de mammifères, 2 espèces de reptiles et 2 espèces d'amphibiens.
Donc, on vous remercie donc de votre attention. On espère que la présentation vous a plu. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour y répondre. Merci à vous. Alors, moi, je voudrais vous remercier. Et puis, moi, je suis très content qu'on ait ce partenariat avec vous. J'ai beaucoup tenu, ben, on a fait ça en 2021, en suivant l'exemple de la FFA, Jean-Luc Charon, et puis depuis la Fédération française de planeurs nous a rejoints. Moi, je voulais simplement dire, c'est vrai que bon, quand on dit partenariat et biodiversité dans le milieu de l'OLM, les gens, le discours est toujours un petit peu intéressé mais distant. Mais je pense qu'il y a trois choses qui sont évidentes. D'abord, bah, c'est passionnant en soi de vous écouter. Et puis, et moi, pour avoir participé à de nombreuses réunions avec Aérobiodiversité, c'est passionnant. Et il y a aussi les terrains qui se l'approprient. Daniel Baudelot, que certains d'entre vous connaissent de la FFA, avec ses élèves, notamment une certaine génération d'élèves, maintenant y vont avec cette forme de curiosité. Donc, il y a les pratiquants du terrain qui s'y mettent. Et on voit qu'à Blois, bah, il y a quand même des choses qui se font sur la fauche et l'évolution. Il y a une petite acculturation qui se fait au sujet, et ça, c'est bien. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les riverains. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui marque, hein. On a quand même un espace de terrain aéronautique, pas simplement les terrains ouverts à la CAP, ça peut être le modélisme, ça peut être le reste. Ce sont des terrains qui sont globalement non traités depuis des années et donc riches de biodiversité. Alors là, c'est le côté un peu plus politique, mais c'est fait dans le bon esprit. C'est vrai que la stratégie du CNFS sur ce sujet-là, c'est quand même pour défendre nos terrains, valoriser cet aspect-là. Et dès qu'il y a un terrain qui est en difficulté, je pense au terrain de Maubeuge, par exemple, le terrain de Maubeuge, un des premiers réflexes que l'on a eu, c'est de faire un bilan aérobiodiversité. C'est la FFVP qui, je crois, l'a fait. Vous l'avez fait, je crois, récemment. Il est en cours. Voilà. Donc ça, oui, On n'a pas plus d'informations sur Maubeuge parce que non, donc ça fait pas partie de nos terrains, mais oui, oui, voilà, nos il est en collègues. cours. Et en plus, il y a un bilan archéologique. Bon, donc ça fait, bon, c'est un peu plus invasif. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Peut-être que Ludovic, vous avez quelque chose, la plateforme. Oui. Oui, d'abord, merci, hein. Donc, en tant que gestionnaire avec mes amis d'une plateforme ouverte à la CAP, à la circulation aérienne publique, de près de 30 hectares d'emprise, on a compris pour la Foch, pour des tas de raisons, d'ailleurs, qui ne sont pas essentiellement dans la. On n'exerce pas forcément dans le cadre de la protection de la nature, mais effectivement, ça permet de diminuer les coûts, hein, en matière de passage, puisque c'est quand même très cher l'entretien. Mais moi, j'ai un problème majeur, deux espèces, les taupes et les ragondins. Les ragondins ont détruit les digues autour du terrain et ça a créé un lac de près de 3000 hectares. Donc, une inondation totale. Seul avantage, c'est que ça a tué les taupes. Mais on a bien un problème de, de taupes invasives, hein, qui sont là et qui gênent les terrains en herbe de façon comment je dirais, c'est vraiment un problème insurmontable, hein. Ça fait près de 30 ans qu'on s'y intéresse. On n'est peut-être pas très bon, mais on a tout essayé. D'ailleurs, on nous appelle Top Gun voilà. Donc, je veux dire, j'aimerais, moi, trouver, bon, et j'aimerais que ce partenariat nous amène à des préconisations qui permettraient, par rapport à nos relations avec la DGAC, puisque, hein, on est tributaire de l'entretien des terrains. Je rappelle qu'on est totalement, par exemple, dans notre cas, on est totalement bénévole, hein. C'est-à-dire qu'on a une charge de travail considérable et j'aimerais que les préconisations, notamment en matière de fauche, soient diffusées auprès des instances qui nous surveillent, hein. Enfin, appelons ça comme ça, parce qu'effectivement, c'est quand même très important d'avoir une fauche minimum et qui permettent bien sûr de maintenir la sécurité totale des machines qui se posent. Voilà. Et à ce sujet-là, vous avez un document qui est très bien fait, auquel Aérobiodiversité a participé, qui s'appelle la Fauche. Enfin, je n'ai plus le nom exact, mais si vous tapez Fauche prairie aéroportuaire et que vous allez sur le site
les sites de la DGAC, vous avez toute une série de conseils de gestion justement qui vont dans ce sens-là, sur la fauche tardive, sur la fauche différenciée, etc. Et donc, il y a déjà des documents qui ont été créés et qui sont accessibles à tous. Juste taper les bons mots-clés sur Internet, je pense. Alors, sur la taupe, il n'y a pas de conseil spécifique sur la taupe dans ce document-là, par contre. C'est sur la piste ou elle Ah oui, 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 c'est partout, mais c'est sur la piste surtout. Ok, Bon, oui, voilà, c'est là où elle est plus gênante, voilà, j'imagine. voilà, ouais, ouais, ouais. Et est-ce que vous coupez régulièrement, mais du coup, ça n'empêche pas la taupe Ah non, non, la taupe est. Je crois avoir tout essayé. On a tout essayé. Le Ok. gaz, on a essayé le gaz, on a essayé les explosifs, on a tout essayé. Même le thermique, à une époque où, même si j'ai une conscience verte et un peu développée, on a été obligé d'utiliser des produits pour lesquels il fallait les autorisations d'achat. Oui, ça n'a pas marché du Hein. coup. Je reconnais que j'ai jamais entendu ce genre de témoignage sur un aérodrome, donc peut-être qu'on Mais, pourra prendre votre contact si jamais on a une réponse ah pour ben vous absolument. apporter. Voilà, Parce que absolument. nous, on a une expérience voilà, sur certains terrains, mais nos collègues aussi ont pu peut-être rencontrer ce genre de cas. Donc, Je pense qu'ils l'ont rencontré. Hein. C'est un problème récurrent. Tous mm, les terrains en herbe. Bon, en plus, nous, on est dans une zone extrêmement fertile, puisqu'on est dans la vallée de la Garonne, avec des limons fertiles, ce qui génère effectivement une population, puisqu'on n'est pas sur des zones traitées, des populations de vers de terre en particulier, dont les taupes se nourrissent. Donc, c'est une lutte permanente. Alors, j'adore les taupes, hein, mais pas sur le terrain. Voilà. Et alors, le seul avantage de l'inondation, c'est qu'elles sont restées, la taupe ne plonge pas et elle est noyée. Mais bon, c'est quand même un problème. Et, oui, oui, non, mais, non, non, mais non, ce que je crois, c'est pas, je cherche pas de conseils, ça fait 30 ans qu'on se bat contre. Donc, si tu veux, par contre, moi, ce que je crois, c'est qu'il doit y avoir une pression de la part des scientifiques pour faire comprendre à un certain nombre de gens que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Et j'ai lu ce qu'a fait la DGAC en matière de préconisation sur l'herbe. Hein, je suis par ailleurs agriculteur, donc ça m'intéresse, mais je veux dire, j'ai lu ça. Bon, on réinvente l'eau chaude. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, ça a été la fauche. Ça, oui, ça, c'est parfaitement utilisable sur les terrains si on accepte d'avoir à certains endroits, hors taxiway et pistes, de l'herbe haute. Hein, ça peut choquer certains, mais maintenant, même les communes le font. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a encore quelques zones d'ombre, on va dire. Voilà. Merci. Mais merci, c'était très intéressant. Merci. Peut-être y a-t-il d'autres questions ou d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Oui. Vous pouvez passer le... Merci bien pour votre présentation. Ça nourrit nos réflexions en Belgique, notamment. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez des collègues à l'étranger euh, avec qui vous participez? Comme ça, ce serait plus facile pour nous d'introduire ces idées en Belgique. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent d'aérobiodiversité à l'étranger. Par contre, il n'est pas exclu que dans un développement prochain, Aérobiodiversité prospecte des plateformes en dehors de la France métropolitaine. Donc typiquement, la Belgique, je pense que ça pourrait, c'est une question qui pourrait se poser. Enfin voilà, vous pourriez rentrer en contact avec notre direction. On a un email qui est équipe@aérobiodiversité.org. Je vous invite à prendre contact avec nous. Éventuellement, enfin, vous voyez, vu qu'on fait des terrains qui sont quand même assez éloignés, tels que le sud de la France ou même les Antilles, je me dis la Belgique, c'est quand même pas si loin que ça. Donc, c'est pas moi qui prends la décision, mais vous pourriez très bien nous contacter sur ce sujet. Une deuxième question. En France, il y a pas mal d'organisations, d'entreprises qui gèrent les aérodromes. Je pense à Vinci, à Aegis, il y a plusieurs, qui ont aussi des activités à l'étranger. Est-ce que vous avez des contacts avec eux pour promouvoir ces idées auprès de leur terrain? Ça pourrait être un élément qui facilite l'introduction de ces idées dans d'autres pays également. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que le terrain de Nantes, le terrain aéroportuaire de Nantes est un terrain Vinci. Donc, nous sommes déjà présents sur au moins une plateforme Vinci cette année. Du coup, c'est peut-être quelque chose voilà, qui pourrait se développer dans les années à venir avec ce point d'entrée sur lequel nous sommes cette année 2024. Merci bien. Avec plaisir. Oui.
Merci à vous. Merci pour votre attention. Et pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, qui veulent venir nous rencontrer, nous sommes sur un stand juste à côté, le stand Aérobiodiversité C30, c'est ça? Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.